Déguerpissement des sites à risque et domaine public. Pourquoi Cissé Bakongo doit poursuivre l'opération? Une analyse de Philippe Kouon. Ça, c'est le sujet numéro 3. C'est la réflexion d'un monsieur qui s'appelle Philippe Kouon. Il dit, ce que Cissé Bakongo a commencé là, casser les quartiers précaires là, il dit, lui il va expliquer pourquoi on doit continuer à casser les quartiers précaires là. Au-delà des émotions qu'a suscité l'opération de déguerpissement des sites à risque et autres zones, propriété privée de l'État dans les sous-quartiers de la GESCO Yopougon, Boribana, Mosikro, Banco, Atekoube, etc., il est bon de se poser les bonnes questions qui résident dans ces zones. Quels sont les risques sécuritaires et sanitaires pour les habitants et pour le reste des Abidjanais? Après les questions sociales, le développement, quelles conséquences au plan politique pour le pouvoir d'Abidjan? Et il donne son avis. Il dit, quand ils ont cassé les quartiers précaires, là, tout le monde était dans l'émotion. Oui, c'est bien. Tu te retrouves des gens comme les éclaireurs avec les élèves. Oui, c'est bien, c'est bien. Et on leur dit, comme vous supportez Ouattara, là, c'est à cause de ça. Tu retrouves aussi d'autres qui vont là-bas sur les gravats pour dire, Ouattara, tu as accepté de casser ici encore. Ouattara, tu es méchant. Ouattara, on a même vu des imams incapables de s'assumer, fait dans la forfaiture. Imam Berthe, on n'est pas contre toi. Imam Berthe, on ne t'a pas manqué de respect. Mais on t'a dit la vraie vérité. Tu n'as pas été capable d'analyser et de dire les faits dans la vérité. C'est ce qu'on a critiqué. On n'a jamais dit que tu n'as pas été militant de Ouattara ou que tu n'as pas aimé Ouattara. Ce n'est pas là que réside la question. On dit que tu as fait une communication ratée. Parce que tu t'es pas suffisamment renseigné et tu as dit des choses qui te condamneront demain. Parce que quand on met les faits, il y a des milliers de personnes qui ont reçu leur argent. Pourquoi tu ne vois pas ça? On ne t'a jamais dit, il n'y a personne qui t'a condamné, que tu as demandé de la clémence pour les plus pauvres. Mais c'est en voulant travestir la situation pour dire que le régime est devenu méchant et que le régime est aujourd'hui inhumain. C'est ça qu'on est en train de critiquer. Il faut mettre tous les éléments de la vérité et tous les éléments de tes arguments et tu aurais donné un avis potable. C'est de cela qu'il est question. Que tu étais partisan de Ouattara là, il n'y a pas un partisan de Ouattara qui est plus partisan que l'autre. Chacun sait son niveau de militantisme. Ce n'était pas ça le fond du débat. Donc, il y a eu tous ces sentiments-là. D'autres sont contents, d'autres ne sont pas contents. Bon, GESCO qui a été cassé là, il y a combien d'Ivoiriens qui savent que le site de la GESCO là, c'est un domaine privé de l'État de Côte d'Ivoire? Il y a combien d'Ivoiriens qui savent ça? Ça veut dire les espaces que tu vois là, avant d'aller t'installer, il faut demander cet espace-là, ça rentre dans quel cadre? Bon, le site de la GESCO, qui vous fait piailler tant là, c'est une propriété privée de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a combien qui savaient ça? Et donc, on vient de vous dire ça. Allez vérifier pour venir dire que c'est faux. Au lieu de se poser les bonnes questions, qui vont nous conduire aux vraies solutions pour chacun, on est resté toujours en bon nègre dans les émotions extrêmes. Mais à la vérité, il y a certaines questions qui méritent d'être posées sans état d'âme. Ceux qui habitent là-bas, là, si on veut quantifier, pour voir il y a combien d'Ivoiriens dedans, il y a moins de 5% d'Ivoiriens là-bas. Si tu dis qu'il n'y a pas d'Ivoiriens dedans, tu as menti. Mais 95% des gens qui vivent là-bas ne sont pas Ivoiriens. Donc, en faisant ce combat-là, on va me dire non, est-ce que vous êtes contre les étrangers? Non. Mais on est contre le fait que les étrangers viennent installer l'illégalité en Côte d'Ivoire. Ça, il faut bien que ce soit clair. Bon, ils sont dans ces quartiers-là. Il y a quel risque de sécurité là-bas? Est-ce que ce sont des quartiers où toi-même qui dis que tu n'aimes pas là? Est-ce que toi-même tu te sens en sécurité dans ces quartiers? Il faut répondre à la question. Si toi on te dit, bon, il faut déménager dans ce quartier-là et puis il faut vivre là-bas, là, est-ce que ta sécurité sera assurée? Est-ce que tu seras serein? Il faut répondre toi-même à la question. Maintenant, ceux qui vivent là-bas, là, même si toi tu n'es pas là-bas, là, quand tu regardes les conditions de saleté dans lesquelles
dans lesquelles ces personnes-là vivent là. Est-ce qu'une personne humaine digne doit vivre dans ces conditions-là au XXIe siècle? Aie le courage de te mettre à la place de ces personnes, on appelle cela l'empathie, et puis donne une réponse franche. Il dit, si on finit avec tout ça, il faut aussi se poser les questions sociales et développement. Mais aujourd'hui, on vit aujourd'hui là. Est-ce que le monde d'aujourd'hui sera le même, est-ce que va ressembler à demain? Est-ce que parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas faire bouger les lignes pour déplaire à certains, qu'il faut se cantonner à reproduire les mêmes schémas et puis être condamné dans notre développement? Mais il dit plus loin, en laissant les bidonvilles se développer, est-ce que ça ne représente pas des risques même pour le pouvoir actuel et puis pour les pouvoirs à venir? Parce que quand tu te fais entourer par la misère, ça va nous conduire à la révolte du prolétariat. Et un jour, que ce soit le pouvoir de Ouattara, ou bien que ce soit le pouvoir de XY, si la trop grande misère se retrouve en face d'une certaine richesse, un jour, vous allez assister à la révolte du prolétariat et ça sera le gâchis. Si nous voulons être un pays émergent à l'horizon 2020, c'est-à-dire d'ici 2029, il faut opérer des choix. Il dit, si donc nous voulons aller de l'avant, on veut se développer, pourquoi on ne reste pas en retard? Il dit, il faut qu'on ait des hommes politiques qui s'assument pour prendre des décisions qui vont forcer le peuple à évoluer politiquement, socialement aussi. Car aucun pays n'a atteint le niveau des pays développés sans sacrifice. Il dit partout, quand on parle de l'Europe, des Amériques, on dit les pays développés. Mais quand on parle de nous, les Africains, on dit les pays sous-développés. Il dit, vous n'avez pas honte qu'on vous appelle pays sous-développés? Parce que ce sont les hommes sous-développés qui vivent dans les pays sous-développés. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué quand on vous appelle homme sous-développé? Parce que tu ne peux pas vivre dans un pays sous-développé et dire que toi tu es développé. Tu as l'image de ton pays. Il dit, depuis combien de temps on vous qualifie de pays sous-développés? Parce que des hommes sous-développés, aux mentalités sous-développées sont dans ces pays-là. Et depuis combien de temps vous aimez, vous voyagez dans les pays développés, mais vous ne tirez pas les leçons pour grandir? Il dit, pour arriver à ressembler aux pays développés, pour être des hommes développés, dans un monde développé, il faut couper le cordon ombilical d'avec les anciens modèles qui nous mettaient dans le sous-développement mental, dans le sous-développement social, intellectuel et politique, pour devenir des hommes de notre époque. Qui aimerait aujourd'hui ressembler à un homme du Cro-Magnon? Qui aimerait ressembler à un homme le plus beau? Qui aimerait parmi nous ici ressembler au plus beau des hommes de la préhistoire? Pourtant, pendant la préhistoire, là, ils avaient leur plus beau, ils avaient leurs critères de beauté. Mais aujourd'hui, quand tu mets un homme préhistorique en face, on dit, mais c'est un sauvage. De cette même manière-là, est-ce que nous, on veut donner et imposer notre modèle d'aujourd'hui à nos enfants dans 40, 50 ans? Il dit donc pour cela, il faut qu'on fasse des sacrifices. Et il n'y a pas de sacrifice facile. Même si des bidonvilles ne cesseront d'exister dans ces pays, il aura fallu que certaines couches sociales payent le prix de la modernisation. Il dit donc, ce n'est pas parce que je dis si c'est Bakongo casse les bidonvilles que demain il n'y aura plus de bidonvilles. Même après demain il en aura. Mais c'est le jour qu'on va s'attaquer véritablement, comme de la manière le gouvernement actuel a commencé là. Qu'on va faire permettre aussi aux mentalités de nos populations pour se dire, ah, tu t'en vas t'installer dans un endroit illégalement là, tôt ou tard là, tu vas subir la même chose. Et comme ça, les gens vont apprendre à se dire, au lieu de chercher à être dans l'illégalité là, je vais chercher à économiser doucement, doucement, et puis me trouver un petit terrain quelque part, payer, et puis être dans la loi. Donc, c'est aussi les mentalités qu'on est en train d'éduquer. Déguerpir dans des zones jugées, non seulement à risque, mais qui sont sous emprise de l'utilité publique ou du domaine appartenant à l'État de la Côte d'Ivoire, donc à tout le monde, ne sera susciter tant de passion, voire c'est ceux-là même qui aspirent à diriger le pays. Il dit, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que les endroits où on a chassé les gens là,
Il y a deux grandes raisons. La première raison, partout les gens ont été déguerpis là. Ce sont des domaines d'utilité publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des espaces publics. Ça n'appartient à personne. Et donc, puisque nous sommes dans un État organisé, tout ce qui n'appartient à personne appartient à l'État. Et comme ça appartient à l'État là, ça veut dire que c'est pour chacun de nous. De la manière, toi, tu t'es installé dans le quartier précaire là, parce que c'est un domaine d'utilité publique. Il faut savoir que de la même manière que ça t'appartient là, c'est comme ça aussi que c'est pour moi. Ça veut dire moi aussi je peux venir là et puis me battre avec toi pour prendre mon espace et puis construire aussi une maison là-bas. Imaginez-vous si on doit se mettre dans ce jeu-là. Ce sont les plus violents qui vont s'asseoir jusqu'à ce que d'autres plus violents que eux-mêmes viennent. Ça, c'est la première raison. Donc, quelque chose qui appartient à tout le monde là. Si toi, tu t'en vas t'installer là-bas, là, le jour que tout le monde dit il faut quitter là, tu quittes. Comme ce qu'on est en train de voir. Et sans état d'âme. Parce que toi, tu es en train de réaliser ton bénéfice sur le dos de tout le monde. Et tu trouves que c'est juste. Et donc, tout le monde là, eux, tu t'en fous d'eux. Ça ne saurait marcher. Si ça vous a souri pendant un temps, mais le jour où tout le monde a décidé que vous devez quitter là, vous devez quitter sans tambour ni trompette. Mais il dit, c'est encore pour sauver des vies. Parce que souvent, ce sont des zones dangereuses pour la vie, avec toutes les conséquences que tout le monde connaît. Les gens jouent avec leur vie. On ment sur la pluie, même sans la pluie. Il y a des dégâts qui se font. Mais comme ces personnes-là vivent dans la pauvreté la plus absolue, on fait semblant de ne pas médiatiser. On sous-évalue leur humanité en ne parlant pas des difficultés qu'elles vivent. Parce qu'avant qu'il ne pleuve, les gens qui se font tuer dans ces quartiers-là, ce sont des nids de bandits. Combien de fois on en parle? Il dit donc, quand on met tous ces facteurs ensemble, lui se demande, mais les Tidjane Thiam avec les Laurent Gbagbo, qui disent qu'ils veulent gérer le pays là, avec les arguments qu'on vient de donner là, quand vous partez là-bas pour mentir aux gens, mais en réalité là, est-ce que vous êtes digne de diriger ce pays? Seulement, est-ce que les gens ont eu droit à tous les traitements humains? Il dit la seule vraie question qu'on devrait se poser, les gens qui ont été déguerpis là, est-ce que c'est venu un matin comme ça, les gens sont venus, brou, on arrive, on va vous chasser? Est-ce qu'ils n'ont pas eu de dédommagement? Est-ce que les locataires n'ont pas eu entre 200 000 et 300 000 francs CFA? Est-ce que les propriétaires n'ont pas eu des zones où on a eu à construire des maisons et d'autres ont reçu des millions en plus? Il dit, on devrait être capable d'aborder toutes ces questions-là, les mettre au grand jour et puis maintenant dire, ah, le gouvernement a agi avec brutalité ou même le gouvernement a agi avec humanisme. Maintenant, ceux qui se plaignent là, quand vous leur demandez, est-ce que vous êtes les propriétaires, ils vous disent non. Tu n'es pas propriétaire de quelque chose. Mais depuis quand on a vu quelqu'un qui n'est pas propriétaire de quelque chose venir se plaindre pour la chose? Et c'est là qu'on comprend qu'il y avait un système de mafia qui était organisé. Quand d'autres personnes viennent, quand par exemple, M. Namori Kone, M. Youssouf Youl et Mère Nefertiti, supposons que Mère Nefertiti est la propriétaire. Elle prend son argent, elle déménage. Les locataires qui sont là restent. Quand eux, on leur donne 200 000, 300 000, eux, ils quittent. Ils font venir d'autres personnes. Et ils disent à ces personnes, restez. Puisqu'il n'y a pas vos noms sur la liste là. Quand ils vont revenir, vous dites que ah, c'est vous qui êtes là. Et donc, c'est devenu un mode de vie où chaque fois le gouvernement est obligé de dédommager de nouvelles personnes. À un certain moment, vous savez que c'est un modèle de la malhonnêteté. Tôt ou tard, ça allait finir par ne plus marcher. Et donc, les vraies questions. Les déguerpis ont-ils été informés? Ont-ils été prévenus et convaincus de la nécessité de libérer ces zones? Est-ce que le gouvernement n'a pas expliqué pourquoi il faut quitter ces zones? Enfin, comment comprendre que là où sur le terrain d'assainissement, personne ne s'oppose, à peine si les habitants n'avaient pris les dispositions depuis, au regard des meubles et bagages qui sortent des maisons. Et c'est le politique qui tente de faire de la récupération, même si au fond de ses leaders,
l'action est nécessaire si Abidjan veut ressembler à Paris ou à Dubaï. L'étudiant Thiam avec les Simone Babo et puis les Babo qui sont sur les gravats là. Posez-leur une question simple là. Quand vous allez venir au pouvoir, vous voulez qu'Abidjan ressemble totalement à un bidonville géant? Ou bien vous voulez qu'Abidjan ressemble à Paris ou à Dubaï? Au fond d'eux-mêmes là, ils ne pourront jamais vous dire qu'ils veulent qu'Abidjan soit un bidonville. Mais ils sont dans la manipulation et la malhonnêteté. Ce qu'ils n'ont pas le courage de dire là, mais que Ouattara fait et qu'eux ne peuvent pas faire là. Ils font dans la malhonnêteté en présentant Ouattara comme le mauvais. Mais au fond d'eux-mêmes là, ils aiment ça parce que Ouattara leur facilite la tâche. À travers M. Seba Congo. À la question de savoir qui réside dans ces zones, la réponse est claire. Des Ivoiriens de toutes les ethnies, mais aussi des non-Ivoiriens qui ont choisi d'habiter ces zones en fonction de leur budget. D'ailleurs, beaucoup qui résident dans ces sous-quartiers sont des employés des entreprises qui seront appelés à les réhabiliter et à leur donner un visage reluisant. Ils sont également employés de la mairie au district d'Abidjan qui a initié ces opérations d'assainissement. Ce sont enfin pour beaucoup des locataires qui ont trouvé refuge en attendant que leurs conditions de vie s'améliorent, et cela malgré les risques qu'ils encourent, et même après qu'ils soient informés que le propriétaire a été dédommagé et qu'il est sommé depuis des années de libérer la maison. Il y a le préfet, l'ancien préfet Toby Vincent, depuis 2020-2021, il dit au moment lui-même il était préfet d'Abidjan là, tout le monde a été dédommagé. Est-ce que lui il est militant de M. Ouattara? Est-ce qu'il est RHDP? Est-ce que quelqu'un l'a obligé à le faire? À un certain moment, arrêtons de ruser avec la vérité. Même si on n'aime pas la vérité là, disons-la pour que ceux qui veulent l'utiliser pour grandir, grandissent. Et ceux qui ne veulent pas l'utiliser, ne l'utilisez pas. Quels sont les risques sécuritaires et sanitaires pour les habitants et pour le reste de la population? L'insécurité là, ça ne tombe pas du ciel. L'insécurité commence toujours. Quand quelqu'un doit devenir mauvais là, il commence d'abord dans la maison de ses parents. Les parents incapables vont se mentir à eux-mêmes. Après, il fait ça à ses voisins. Après, le voisin, c'est le quartier. Après, le quartier, ça prend toute la ville. Vous qui êtes partis pour dire aux gens, les bidonvilles qui sont les nids des bandits, que vous êtes avec eux là, je souhaite qu'ils tuent les membres de vos familles par le résultat du banditisme qui est né dans les bidonvilles. Ce jour-là, vous allez venir nous dire ici si c'est une bonne chose ou pas. Ce n'est un secret pour personne. Chaque année, tous les régimes de Félix Houphouët-Boigny à Henri Konan Bédié, en passant par Laurent Gbagbo, sans oublier Guy Robert jusqu'à M. Alassane Dramane Ouattara, font les frais des dégâts humains et matériels causés en saison de pluie dans ces zones. Entre faire déguerpir des personnes qui, avec peu de chance, peuvent se retrouver un logement décent et les regarder dévastés par les éboulements pour leur apporter des sacs de riz, le premier choix nous apparaît plus humain. Il est dans la vie là, entre sacs vides et puis sacs remplis là, on n'a pas besoin de peser. Un sac qui est déjà vide là ne peut pas être plus lourd qu'un sac qui est rempli. Il dit chaque année, quand tu prends du Houphouët-Boigny jusqu'à Alassane Ouattara, entre Houphouët et Alassane Ouattara, il y a eu Gbagbo, il y a eu Gueye, il y a eu Henri Konan Bédié. Est-ce que chaque année, quand la saison des pluies arrive, là, il n'y a pas de morts? Mais tous ces gouvernements-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent ça à la télévision, et puis ils envoient sac de 10 kilos de riz. Et puis ils disent, tiens, avec 20 000. Eh, frère, donc la vie des 6 enfants de la famille Kouadio, là, c'était 60 kilos de riz.
Donc, la vie d'une personne dans un quartier précaire, c'est un sac de riz de 10 kilos. Depuis l'époque d'Oufoué, jusqu'à maintenant, on fait ça. Bon. Est-ce que c'est ce que vous aimez? Ou bien, le fait qu'on les a enlevés là-bas, pour dire on s'en fout, que vous ayez maison ou pas, mais en tout cas, vous n'allez pas mourir. Il dit, entre ces deux choix-là, lequel est plus humain? C'est à chacun de répondre, hein. Entre ces deux choix-là, apporter un sac de riz à des cadavres, et puis dire à quelqu'un, tu vas rester vivant, et puis tu vas te trouver une nouvelle vie. Lequel est le plus humain? À chacun de répondre. Aussi, comment peut-on éradiquer l'insécurité si certains endroits servent aux microbes de regroupement et que chaque fois le gouvernement organise les éperviers 1, éperviers 2, éperviers 3, éperviers 1000 là, pour juste casser les fumoirs. Tout ça, c'est de l'argent qu'on dépense. Parce que ce sont les quartiers précaires qui abritent les fumoirs. Cet argent-là, ça aurait pu servir à construire des écoles, à construire des centres de santé. Et donc l'État, incarné à sa tête par le président Ouattara, à travers le district autonome d'Abidjan, vient d'apporter une réponse courageuse à ce que Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Guy Robert et Félix Houphouët-Boigny n'avaient pu faire. Et que leur reproche aujourd'hui les soi-disant opposants. L'État pendant trop longtemps a été laxiste face à l'insécurité des enfants en conflit avec la loi, parce que beaucoup de ces enfants venaient de ces quartiers précaires. Enfin, on nous parle d'un établissement scolaire qui serait détruit à la GESCO et de la FESI qui aurait pris fait et cause pour ses élèves en paralysant le reste des établissements scolaires en Côte d'Ivoire. Ou encore des leaders politiques comme Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam Simone, aux côtés des déguerpis. Au-delà de m'interroger sur le taux de réussite dans ces établissements ou encore des activités de ces élèves après les cours, je me demande encore comment la FESI et des futurs dirigeants de la Côte d'Ivoire peuvent-ils se plaire à se moquer de tout le monde. Exiger des meilleures conditions de vie pour la population devrait être le combat de l'opposition ou encore des meilleures conditions d'études au nom de l'égalité des chances. Voilà le combat noble de la FESI. Chère population, ce sont nos opposants que vous voyez aujourd'hui en train de se battre pour que les populations restent dans les bidonvilles. Mais ils oublient de se battre pour que les populations aient des conditions de vie qui ressemblent à des conditions de vie de cocody. Et donc vous, les déguerpis, vous devez comprendre que les opposants aujourd'hui, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, avec les Simone là, se battent pour que vous restez dans la précarité, puisqu'on vous dit quartier précaire. Mais ils n'ont pas le courage de vous dire que eux, leur rôle en tant qu'opposants là, c'est de se battre pour vous, pour que vous ayez une vie plus digne que la précarité. Et donc, n'acceptez pas que quelqu'un vous blague. La même chose. Quand la FESI sort, la FESI est dans son rôle. Mais est-ce que c'est la bonne cause? La question reste posée. Après donc les questions sociales, le développement, les bidonvilles là, au plan politique là, ça représente quoi? Pour le pouvoir actuel et pour le pouvoir à venir. Apparemment, aucune conséquence négative sur le plan politique pour le pouvoir d'Abidjan. Car même les populations déguerpies le savent, on ne peut pas être fier du pont Alassane Ouattara, du 4e pont qui relie le quartier du plateau à Yopougon, du futur métro d'Abidjan, des belles infrastructures sportives et faire grise mine quand il s'agit de réunir les conditions pour le développement. Ils disent, quartier précaire cassé haut. Quartier précaire pas cassé haut. Ça ne change rien dans la vie
du pouvoir d'Abidjan. Mais aujourd'hui, là, qui n'est pas content? Les mêmes personnes qui viennent de te dire, je suis passé à Yopougon pour entrer au plateau en 2 minutes. C'est eux qui viennent se plaindre. Près de la Grande Beauté, tu retrouves une laideur qui est là, quartier précaire. Ça ne te dit rien. On te dit on va faire passer le métro. Aujourd'hui, là, même si tu te trouves à 50 ou 100 km d'Abidjan, avec le métro, là, tu peux venir travailler à Abidjan, quitter. Et tu peux être digne et vivre correctement. Ça ne vous dit rien. Et ce n'est pas les promenades de certains leaders politiques, de l'opposition comme Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo ou encore une certaine Simone qui ferait douter le district d'Abidjan. Donc le vuvuzela que vous avez fait là, ça n'inquiète personne. Et c'est pourquoi nous sommes d'avis avec tous ceux qui pensent qu'ils devraient poursuivre l'œuvre commencée. Les uns et les autres sont informés. Il y a 176 sites concernés. Au total, 77 cas critiques. Donc tout le monde est bien informé. Ce travail-là continuera et doit continuer. Sur les 176 endroits qui sont des quartiers précaires à Abidjan, il y a 77 là. Ça, c'est pas bon. Ça, on doit casser ça rapidement. Comme je vous l'ai dit, entre le 9 mars et entre le 9 mars jusqu'au 15 avril 2024, apprêtez-vous. Si tu attends le nom de là où tu vis, dans la liste que je suis en train de dire là, faut pas venir dire demain que tu es étonné. 9 mars. Aujourd'hui, c'est le 6. Demain, là, c'est le 7. Vendredi, c'est le 8. Samedi, si je ne m'abuse, attends, je vais regarder pour ne pas me tromper. Je n'ai pas mon calendrier en face. De toute façon, aujourd'hui, c'est le 6. Aujourd'hui, c'est mercredi 6. Jeudi 7. Vendredi 8. Samedi 9. La liste que je vais citer là, à partir de samedi là, même si on va casser chez toi là, faut pas être étonné. Voilà la liste. Si tu es dans la commune d'Abobo, Sagbe, Tawe, Biabou, Carrefour Dokui, Carrefour Mantené, PK18 Ndotre, Gare Andokwa Kouté, Avocatier, la partie qu'on appelle bassin orange, Voie express station mobile, Abobo Baoulé, la partie qu'on appelle quartier Gouro, Samake station Shell, PK18 marché Sotrapim, d'autres centres de santé bassin d'orange. Si tu as Bobo là, tu as entendu ton nom là, tu es dans le quartier des 77 qu'on doit casser. Chap là. On a dit ton nom dedans. Si tu as Adjamé, dans la commune d'Adjamé, Adjamé Bracodi, Beyrouth, Dubaï, Sonitra et prolongement, Azito et puis Total. Si tu as Nyama, dans la commune d'Anyama, derrière Morgue, Banco, Corridor, Carrefour Silla, montez, entrez à Nyama par Unicafé à Bobo PK 18, Belleville et Gare, Abbé Broukwa, Zone Songon, Anyama Adjamé, résidentiel, Alokwa Village. Si tu vis dans la commune d'Atekoubé, Lokodjoro, acheté par Fatou Bensouda de la CPI, Mosikro Santé 3, Nemantoulaye, Agban Atié, Lukoukro, Espoir plus Gbemoutou, Tandé plus Djene Carré, Carrefour Fermont, Banco 2,
Boribana. Si tu vis dans la commune de Bingerville, Angourankois village, entrée et sortie Bingerville, voie Mbato Bingerville, Korokombuto, Mbato Boaké, sans loi. Un quartier qu'on appelle sans loi. Vous aussi, vous êtes concerné. Si tu vis dans la commune de Cocody, route Bingerville, Engrais Cité Djibi, Riviera Palmeraie 5, Riviera 3 Triangle, Carrefour Zoo, Carrefour 2 Plateaux. Si tu vis dans la commune de Marcory, zone 4 avenue 7, Hibiscus groupe scolaire, Anoumambo 3e pont, Aouyondon, Amangou village, Caspon Anoumambo, Cas ARTCI. Si tu vis dans la commune du Plateau, Carena côté Pinas, Bretel Chardy, boulevard de la Paix en face du marché vivrier, boulevard Feder, sous le pont sortie Présidence, rue Gougas, rue A747 Chier-Manger, boulevard, regardez, nom d'un quartier, rue A7, quartier Chier-Manger, boulevard de Gaulle, axe Cocody, Plateau, boulevard de la République vers le stade. Si tu vis à Port-Bouin, Cuvette place Akwaba, Adjoufou Dougouba, Adjoufou Adjaoui Koubé, Gonzagueville, Gonzague Kazier, Benogosso, Abraham, secteur 2 Plateau, secteur usine UDT, Éléphant Cocotéret, Vridi 3 et Vridi Cité, Cité perdue, Anani, Ambo Basile, secteur Pierre et Marie Curie, Gonzague, secteur Bomberger, Todiato, Abattoir, Vridi Canal. Si tu vis dans la commune de Songon, il y a Songon Abadien, il y a Anguédédou, Agbon Marché, EVA Cuvette, Abadien Kouté Village, Nampé, Chaîne Avion, Logements sociaux. Si tu vis à Yopougon, Nyangon Adjamé, Mikao, Banco Nord, Millionnaire Extension, GESCO 1, 2 et 3, Kouté Ouest, GESCO Mondon 1, 2, 3, Sipim, Nyondobité et Anguédédou, Cité Kestab, Bougounisso 1 et 2, Académie Pays-Bas, Cité Verte Extension, Nyangou Adjamé, Cité Sako, GESCO Monde Arabe, Koweït, Gontab et GESCO Rivière. Et dans tout ce qu'on peut vous dire, si tu as des parents qui habitent ces lieux, il faut leur dire de quitter. Ce qu'on a dit là, tout le monde a entendu. Personne ne peut dire qu'il s'est trompé ou même qu'il n'a pas entendu. Mais si tu veux aussi, tu peux rester. Ça ne va pas te louper. Laurent Gbagbo là, ou même Simone là, ou même Thiam là, eux sont milliardaires. Ils vont utiliser ta misère pour te blaguer. Toi, tu vas rester pauvre. Mais eux là, ils vont s'enrichir sur ton dos. Continuer à servir de fagot aux autres pour arranger leur vie.